L'ABM, ou Account Based Marketing, est une pratique efficace en B2B pour toucher directement les personnes clés au sein des grands comptes. Mais c'est aussi une pratique que peu d'entreprises maîtrisent totalement. Pour vous y aider, bienvenue dans le podcast ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'Account Based Marketing et du marketing B2B proposé par Humans B2B. De tenir compte en fait de ce que veulent les commerciaux, de ce qu'ils t'expriment. Ils sont quand même les mieux placés pour savoir les points de douleur des clients. Parce que là où il faut pas se tromper, c'est que la vente produit, c'est mort. On vend plus un produit. Aujourd'hui, on répond à des problématiques. Et ben, ils sont les mieux placés pour savoir ce qui fonctionne en clientèle, les objections qui sont données, des fois aussi ce que propose la concurrence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e numéro d'ABM Experience. Aujourd'hui, le marketing B2B n'a jamais produit autant de contenu, de campagnes et de signaux. Pourtant, sur le terrain, les commerciaux passent encore trop souvent à côté des bons comptes, du bon message et du bon moment. Le problème, c'est pas la créativité ni la technologie, c'est l'orchestration. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Michel Brébion, qui est directeur associé de Humans B2B, dont le livre « Ne vend pas, influence » aux éditions Vuibert va rendre un grand service à tous les marketeurs. Ensemble, nous verrons comment l'account-based marketing permet de coordonner les équipes, de surprendre les comptes stratégiques et de gagner ce fameux dernier kilomètre, là où tout se joue. ABM Experience, épisode 23, c'est parti. Bonjour Michel, merci de votre participation à cet épisode d'ABM Experience. Vous étiez à l'origine du podcast qui avait pour but d'évangéliser le public francophone autour de l'ABM il y a maintenant 4 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que les fondamentaux sont aujourd'hui acquis en 2026 ? Bonjour à tous. Je pense que les fondamentaux sont plus acquis qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, parce que malgré tout, l'ABM paraît une stratégie, j'ai envie de dire, simple et de bon sens. Mais c'est souvent ce qu'on a un peu oublié en marketing sur les 10 dernières années. On a été 100% lead gen tout azimut, et on a oublié un peu de réfléchir à qui sont mes clients grands comptes, quelle verticale je pourrais travailler, parce que j'ai déjà des comptes similaires à. Donc je dirais que oui, le bon sens l'emporte sur la lead gen tout azimut, un peu automatisée. Et puis il y a des tendances quand même de fond qui se dessinent. Tout le monde comprend bien qu'il faut une qualité de data pour pouvoir délivrer des campagnes de qualité. Donc la data reprend son côté central du marketing. La personnalisation. Je vais pas m'adresser à des secteurs différents avec le même contenu. Donc on revient quand même sur du bon sens, sur le fait de se dire que quand je personnalise mes messages, quand ils sont portés par un commercial avec son prénom, du coup c'est plus efficace. Donc oui, je pense que le bon sens progresse pas dans tous les domaines, mais en tous les cas dans le marketing. Et puis je crois que l'authenticité, qui aurait jamais dû disparaître, est aussi une clé de succès qui redevient une évidence. Donc j'ai presque envie de dire que il y a une évidence que plus on fait des opérations de qualité avec le bon contenu, aux bons interlocuteurs, avec effectivement l'expert qui va pouvoir répondre aux problématiques du client, mieux ça marche. Et donc oui, je pense que ça progressait en tous les cas en termes de stratégie. Maintenant, la mise en œuvre, c'est autre chose. Non, bien sûr. Aujourd'hui, donc globalement, les marketeurs B2B sont à l'aise avec l'ICP, les personas, la différence entre ABM, one to many, one to few, l'exécution d'une campagne ABM, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs. C'est ce que j'entends. En fait, tu as deux choses. T'as les acronymes rendent complexe la compréhension de ce type de stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, à vouloir mettre des acronymes partout, one to few, one to many, je pense qu'on complexifie, et je pense que l'approche, ça progresse, parce qu'en fait, il faut la simplifier. C'est qu'en fait, dans un business model, dans un business plan, tu as des grands comptes, tu as des comptes qui ont de la valeur, tu as des verticales, tu as des clients pour lesquels tu as eu des succès, pour lesquels tu pourrais gagner des parts de marché, et tu comprends bien que ce que tu as essayé un peu à l'arrache, on va le dire, et puis pas très bien orchestré, ne fonctionne pas. Et donc à un moment donné, c'est logique de se dire c'est vrai que quand on personnalise, ça fonctionne mieux. J'augmente du coup mon ROI, que dès que la data est de qualité, j'ai bien dans le cercle de décision ceux qui ont changé de poste, ceux qui comptent et qui pourraient prendre un rendez-vous avec moi. Si je m'adresse à eux, c'est quand même plus facile. Et puis derrière, le fait de se dire aussi que
il faut qu'on travaille mieux main dans la main avec le commerce et le marketing pour réussir. Là où globalement, il reste de la défiance dans ces deux départements et c'est un frein à avoir des campagnes efficaces, voire quand je dis il y a de la défiance, des fois chacun bosse dans son coin. Je mettrais plutôt le fait que ça progresse parce que ça répond à un ROI attendu du moment et qu'au final l'ABM c'est du bon sens. Alors en ABM, on parle souvent d'orchestration. C'est un mot qui revient, qui est souvent utilisé. Ça veut dire quoi exactement, orchestrer une campagne ABM? Est-ce que c'est uniquement l'alignement marketing-vente ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ce mot d'orchestration? En fait, il y a une phrase que j'aime bien du coup qui dit « Le succès arrive toujours lorsqu'une opportunité rencontre la préparation ». Et donc, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'ROI, quand on parle de personnalisation, quand on parle de data de qualité, etc., tous ces ingrédients qui font le succès d'une campagne ABM, donc on pourrait les mettre dans l'ordre. On pourrait dire, il me faut la data de qualité. Ça, c'est évident. Il faut toucher les bonnes personnes dans le cercle de décision. Il faut une proposition de valeur de la campagne retravaillée. Il faut ensuite des éléments de communication et de marketing qui fonctionnent bien, qui expriment bien mon message, qui donnent la valeur que je vais apporter au client pour qu'il y ait une bonne valeur perçue du coup de mon message. Mais derrière, il faut dérouler les campagnes sur des dates, les envois d'emails, les courriers qui partent, peut-être la box qui est envoyée et l'appel téléphonique au bon moment. C'est pas le fruit du hasard. Ça demande une organisation qui est pas complexe, mais une orchestration sur des dates précises. Je veux dire, on va pas appeler 8 semaines après avoir lancé la campagne. Donc en fait, l'orchestration, c'est presque la clé de voûte d'une campagne réussie, d'autant plus que on sait que pour réussir, il faut s'aligner, et donc il faut aussi orchestrer l'équipe commerciale avec l'équipe marketing, main dans la même campagne. Alors justement, c'est qui le chef d'orchestre d'une campagne ABM? Déjà, est-ce qu'il en faut un? Et s'il en faut un, est-ce qu'il est plutôt côté marketing? Est-ce qu'il est plutôt côté commercial? Ou est-ce que c'est un peu une tierce partie justement pour bien orchestrer le tout? C'est une très bonne question que tu évoques. C'est qu'en fait, globalement, l'orchestration, et c'est ça qui change un peu, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend la lead gen classique, c'est simple, c'est tu as le marketing qui est mandaté pour générer des leads, et tu as les leads qui sont transmis au commerce. Alors, dans la guéguerre, le commerce trouve que les leads sont de mauvaise qualité, et puis le marketing va te dire que du coup, les commerciaux rappellent pas les leads en temps et en heure. Ce qui change la donne et qui est extrêmement efficace et positif en ABM, et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, si tu orchestres collectivement la campagne avec la direction marketing et commerciale ou le marketing et les commerciaux qui sont plutôt dans la même dynamique, et en fait la campagne elle est orchestrée par les deux. Chacun a ses missions, mais du coup dans ta planification de ta campagne, le marketing envoie le contenu à telle date, les commerciaux doivent rappeler 3 jours après, etc. Ce qui fait que globalement, j'ai presque envie de dire que la clé de succès, c'est l'alignement. Et l'alignement, il se fait dès le démarrage sur pourquoi la campagne, sur quel compte, et dans tous les ateliers de préparation, le commerce et le marketing doivent être présents. Donc l'orchestration, elle se fait en tandem, et elle se fait, j'ai envie de dire, pour un résultat commun. Et c'est ça qui est à retenir après toutes ces années où on évangélise beaucoup sur l'ABM et on a la chance d'avoir déployé chez Human B2B des centaines de campagnes. La clé du succès, c'est l'alignement marketing et commercial pour lequel tout le monde court après, qui est difficile des fois à mettre en place dans des campagnes lead gen classiques. Et donc, je trouve que globalement, la grande réussite, elle est là. Et même si globalement ta campagne n'aboutissait pas sur des objectifs très durs à atteindre, parce que des fois la barre est très haute, rien que le fait de travailler main dans la main, de tenir compte en fait de ce que veulent les commerciaux, de ce qu'ils t'expriment, ils sont quand même les mieux placés pour savoir les points de douleur des clients. Parce que là où il faut pas se tromper, c'est que la vente de produits, c'est mort. On vend plus un produit. Aujourd'hui, on répond à des problématiques. Ils sont les mieux placés pour savoir ce qui fonctionne en clientèle, les objections qui sont données, des fois aussi ce que propose la concurrence. Donc en fait, en étant main dans la main, ils changent des fois le ton du mail, le ton du contenu, ce que tu mettrais.
Et le marketing aura souvent tendance à aussi avoir un mouvement de balancier vers la direction générale, donc vers un peu du corporate, du bienfait, etc. Là où les commerciaux, c'est un peu plus, faut que ça soit efficace, les bons termes, mais ils ont aussi de la valeur. Oublier la valeur qu'ils apportent sur la compréhension du client et du terrain, c'est peut-être aussi rater sa campagne des fois. Alors, c'est intéressant parce que vous évoquez depuis plusieurs années des centaines de campagnes déployées en ABM. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a une bonne pratique, une bonne campagne, un bon exemple, un cas client qui est particulièrement marquant et impactant? Alors il y en a beaucoup, mais j'ai en tête une campagne récemment faite par l'entreprise Protis, et ce que j'ai trouvé hyper intéressant justement, c'est que dans cette campagne, l'entreprise Protis, ils ont travaillé main dans la main avec le commerce, et le commerce est venu influencer les choix sur le contenu à délivrer pour réussir. C'est-à-dire qu'en fait, le commerce a apporté un ton, une fraîcheur de contenu un peu différent de ce qui était fait par les campagnes précédentes, par Alexandre Deraz. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est aussi que l'alignement, c'est construit dans les ateliers. Il y a eu un coach IA qui a permis du coup aussi d'entraîner les commerciaux sur les réponses, les moments d'appel, etc. Et aussi de les mettre dans le timing de la campagne en leur disant le 15 tu dois faire ça, voilà l'attendu de ton client, donc amener vraiment des éléments de personnalisation dans le contenu, dans l'approche emailing et aussi dans les réponses. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise a beaucoup de valeur produit à apporter, et je trouve qu'elle l'a très bien porté dans sa campagne, parce qu'au final, ce qui est important aussi, c'est que le client final comprenne aujourd'hui la problématique auquel vous pouvez répondre. Donc c'est hyper important, mais c'est aussi que ils comprennent la valeur de ce que vous allez apporter. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans des campagnes plutôt classiques, fait rapidement, etc. On est quand même aujourd'hui sur des campagnes dont le contenu n'est pas personnalisé, la proposition de valeur n'est pas retravaillée, et je trouve que ça, c'est une campagne que j'ai trouvée très bien orchestrée, mais encore une fois, parce que l'entreprise, elle a de la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie, je dirais, concordance entre la valeur apportée par du coup la prestation de service de Protis et qu'elle portait dans la campagne. Et donc, faut pas se tromper, je veux dire, une campagne qui fonctionne, c'est une campagne aussi qui crée la confiance. Parce qu'aujourd'hui, les deux éléments clés pour lesquels on doit, en 2026, je dirais, travailler et combattre, c'est en un, créer de la confiance. Parce que du coup, il y a de l'ultra-concurrence, on a besoin de réassurer. Aujourd'hui, l'enjeu de choisir un prestataire, ça met presque en péril des fois certains postes, parce que les enjeux sont très très importants. Et puis l'autre enjeu majeur, c'est de capter l'attention. Et l'ABM a cette force de pouvoir créer un effet waouh, créer un contenu à valeur ajoutée pour un client, 3 clients, 50, 100 clients. Et donc, c'est vrai que la valeur du contenu, la valeur de la proposition de valeur sont des éléments clés aussi qui se mettent, en fait, il y a une concordance entre la valeur de la proposition de valeur de l'entreprise et ce qu'elle va porter comme message. D'accord. Et ça, on le fait avec beaucoup de maîtrise. La campagne, elle est à la fois, elle a à la fois son effet waouh, mais elle a à la fois son effet valeur autour de la marque, autour du service apporté, autour de la réponse à la problématique auquel elle doit répondre. Et juste en 2 mots, Protis, pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est quoi le produit, le service proposé ? C'est un éditeur de logiciels et il optimise la préparation des chantiers sur les travaux publics. Donc c'est vraiment une entreprise qui a de la valeur, qui est vraiment experte de son métier, et je pense que les campagnes ABM permettent d'aller cibler justement des comptes stratégiques et de démontrer cette proposition de valeur. Et là, il y a une vraie cohérence entre la proposition de valeur de l'entreprise et celle qui est transmise par les campagnes. Alors, quand on parle d'ABM, il y a un sujet qui revient de plus en plus, c'est la notion de branding. Pendant longtemps, c'était un peu un sujet ignoré ou marginalisé, c'était un sujet d'image, on parlait de logo, on parlait de reconnaissance, etc. Pourtant, aujourd'hui, le branding B2B, ça devient un peu une forme de levier de performance commerciale. En quoi est-ce que le branding est important dans une stratégie ABM ? En fait, globalement, dans un marché qui se complexifie, parce qu'on voit que
le délai de signature d'un contrat est passé quasiment de 6 à 12 mois. On voit émerger des concurrents dans tous les domaines et la concurrence a du bon, mais les marchés sont de plus en plus concurrentiels. Globalement, on a besoin de se différencier. Et en fait, pour se différencier, il y a une notion que j'aime bien, c'est ce que j'appelle la préférence de marque. Pourquoi on va vous préférer en tant qu'entreprise par rapport à une autre entreprise? Et donc, c'est là qu'on peut travailler en fait en B2B sa caution. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on travaille en inbound marketing, on s'adresse souvent au DAF, on va s'adresser au directeur marketing, etc. Et donc là, en fait, on traite d'expert à expert ou d'expertise à expertise. Et donc, on est plutôt à valoriser son expertise, son savoir-faire, ses compétences. Et donc, c'est globalement ce qui permet d'écrire des contenus dédiés pour le persona qu'on vise. Donc, c'est une stratégie effectivement qui est bien connue aujourd'hui. Quand on travaille du coup, d'une manière générale, sur le marketing, on a aussi besoin de travailler ce que j'appelle la caution. C'est-à-dire que c'est la notoriété de la marque. J'ai une formule qui dit souvent que être connu avant une vente fait vendre. Alors, tu vas me dire, oui, c'est logique, oui. Mais comment on travaille cette notoriété, cette reconnaissance, le fait d'être cité quand on gagne un prix, le fait de retravailler aussi en programmatique sa visibilité sur son cercle de décision. Et donc, c'est exactement ce qu'on se disait au début de ce podcast, c'est que tout lead gen, tout azimut. Alors, on était sorti normalement du média de masse pour faire du coup de la personnalisation autour du persona, mais on a fini par faire de l'automatisation un peu tout azimut. Et donc, on en a oublié sur ces 10 dernières années, globalement, la marque, à tel point que quand tu regardes des sites internet, quand tu regardes des logos d'entreprise, on peut être très surpris en 2026 de voir que c'est un peu vieilli. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, on n'a pas retravaillé la plateforme de marque, le concept de com, ce qui nous différencie de la concurrence. Voilà. Et donc, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de travailler deux choses. Et on a besoin de travailler sa caution et donc indirectement sa marque pour être différent, pour avoir du coup une image positive, pour se différencier de la concurrence et du coup être connu avant d'être démarché. Là où aujourd'hui on était à fond sur la lead gen. Et l'autre grosse tendance, c'est le professional branding, c'est-à-dire que c'est aussi travailler sa marque à travers du coup des collaborateurs de l'entreprise, qui soient directeurs commerciaux, marketing, CEO de boîte, etc. On vient aussi travailler la marque à travers des humains qui vont travailler ce côté authenticité, qui est quand même aujourd'hui un élément clé et qui peuvent être ce que j'appelle un peu des leaders d'opinion de l'entreprise. Et donc, cette alchimie, leader d'opinion qui prend la parole, prix gagné par l'entreprise, donc qui montre que l'entreprise elle a un savoir-faire, mais qui est reconnu sur le côté mise en avant sur le podium, et branding, où on a retravaillé son logo, son concept de com, etc., l'expression aussi des mots-clés qu'on veut passer en termes de valeur client, fait que du coup, on donne envie. Et on donne envie et on facilite aussi la compréhension de son offre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être connu avant de faire de l'ABM, ou est-ce que l'ABM permet aussi d'être connu? Ça fonctionne dans quel sens en fait? Donc je vais dire par exemple, je veux attaquer 10 comptes clés. Et ces 10 comptes clés, je veux les travailler. Et donc je vais travailler, quand j'attaque 10 comptes clés, je vais travailler un cercle de décision de 5 à 8 personnes qui pourraient décider de travailler avec moi. Parce que là, je vais vraiment travailler tous ces contacts que je veux percer ce compte qui a de la valeur. C'est vraiment un compte clé pour moi. Quand je vais faire de la verticale aujourd'hui, qui est très connue, là, je vais attaquer plutôt 100, 150 comptes. Et là, je vais avoir 2-3 contacts dans ce compte. Donc, je vais en avoir un peu moins. Et quand je vais faire la verticale, je vais être sur un contenu qui répond à toute la verticale, même si je personnalise mes prises de contact, etc. Et quand je fais du one-to-one, quelques grands comptes, là, c'est pour chaque compte que je produis du contenu. Donc, c'est vraiment dans ce jeu qu'on joue. Et donc, ce que je vais faire en branding, c'est que souvent, je vais travailler dans ma campagne un volet notoriété avant de lancer la campagne. Alors, ça peut être du programmatique qui fonctionne très bien, qui permet de travailler justement un peu plus largement la cible que je veux toucher et d'être vu soit en bannière, soit en vidéo, soit en podcast. En tous les cas, je travaille en amont. Je peux aussi très bien faire du LinkedIn Ads,
où je vais travailler du coup la cible que je vise et je vais venir incorporer les comptes qui sont dans ma liste, qui vont rentrer dans la campagne et qui vont voir ma vidéo, qui vont voir peut-être un livre blanc, en tout cas des éléments de com qui permettent de réassurer, d'être visible, d'être connu. Ça peut être aussi d'autres aspects com, mais la campagne idéale, c'est un volet branding, communication, caution pour être visible. Je dis souvent faire du bruit avant. Je fais du bruit. Ensuite, cibler la bonne data. Là, avec effectivement des éléments très ciblés, très personnalisés, y mettre de l'authenticité. Et ce qui est idéal, c'est de prendre un relais aussi avec le professionnel branding qui peut pousser des messages, pousser la campagne pour identifier des personnes et de se dire c'est avec eux que je vais échanger. L'effet wow, toujours un effet un peu sympa, un effet qui attire, puisqu'on a une problématique principale, j'en parlais tout à l'heure, c'est de capter l'attention au-delà de la confiance. Et puis derrière, on a surtout aujourd'hui ce qu'on connaît bien en e-commerce d'ailleurs, c'est le dernier kilomètre qui vous permet d'avoir le petit colis dans la boîte aux lettres. Mmh. Et l'expérience client se termine comme ça, donc vaut mieux qu'elle soit bonne. Et ben en fait en ABM, ce qu'on a affiné autour de toutes les campagnes qu'on a pu mener, c'est aussi ce dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'en fait, le but c'est de décrocher des rendez-vous. Et donc on doit avoir des appels au bon moment. Et des appels qui permettent d'aller décrocher 10 à 15% de rendez-vous sur une liste de 100 prospects. C'est ce qu'on obtient. Mais parce qu'on travaille ce dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, la campagne elle se termine. Il y a un appel à l'action quelque part qui dit voilà, il faut qu'on se rencontre maintenant. Et puis là, il y a l'appel qui arrive et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu vois, on réunit ce qui a changé, c'est que l'ABM a pris un peu de muscle. Mmh. Parce qu'en fait, l'ABM a travaillé aussi ce qu'étaient ses points de douleur, sa force et l'alignement. Mais ça a travaillé effectivement la caution, le branding en amont. Ça a travaillé son dernier kilomètre pour être sûr de décrocher les rendez-vous, quel ROI mesuré sur ces campagnes-là. Et donc, au final, on arrive presque à des campagnes hyper abouties, assez efficaces. D'autant plus que dedans, il y a de la proposition de valeur. C'est-à-dire il faut de la cohérence. Celui qui veut vendre quelque chose pour lequel c'est pas le meilleur, là il y aura un problème de concordance entre ce qu'il propose et ce qu'il est. Mais quand tout est aligné, du coup c'est des campagnes qui fonctionnent super bien. On parlait à l'instant d'employee advocacy, de professional branding, donc cette capacité que peuvent avoir les directeurs ou les salariés d'une entreprise pour communiquer notamment sur les réseaux sociaux, pour se faire connaître et donc faire connaître leur entreprise. Rien que ça, c'est un chantier à part entière. Je sais que c'est important pour l'ABM, mais quelque part, si l'entreprise n'est pas assez mature sur ce sujet, qui doit lancer ça? Est-ce que c'est la personne responsable de l'ABM? Est-ce que ce sont les ressources humaines? Est-ce que c'est la direction du changement, le CEO? T'as complètement raison. C'est que pour moi, c'est deux stratégies parallèles. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise doit travailler aujourd'hui des leaders d'opinion. Alors, il faut que ça soit les mieux placés en crédibilité. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être des fois un expert de l'entreprise, des fois ça peut être le PDG de l'entreprise. Sur des PME, des fois le PDG, c'est le mieux placé en étant leader d'opinion. Il ne sait pas comment exploiter LinkedIn. Il n'a pas forcément envie d'écrire. Il n'a pas forcément non plus la capacité d'écrire toutes les semaines. Mmh. Et donc, rapidement, il met de côté ce levier. Moi, ce que j'invite, c'est que ça, c'est un travail à long cours. C'est-à-dire qu'en fait, il faut travailler à l'année le professionnel branding sur un ou deux leaders d'opinion de l'entreprise pour créer, en fait, comme la notoriété qu'on évoquait en début de campagne. En fait, on travaille le fond et en fait, on vient amplifier les campagnes ABM parce qu'on a travaillé par un écosystème favorable à créer du coup toute cette dynamique notoriété, branding, leader d'opinion. Et quand on lance la campagne, on vient exploiter ce qu'on a créé, qui est un peu un travail de fond toute l'année. Et c'est donc, tu as raison, quand on fait l'ABM, on va pas venir non plus créer au même moment des leaders d'opinion et se lancer dans le professionnel branding, parce que là, on va avoir du mal à délivrer la campagne. La campagne, elle doit se délivrer, je dirais, en 6-8 semaines. En amont, tu as une préparation peut-être d'1 mois et demi, parce qu'il y a quelques contenus à rédiger. Mais l'intérêt, c'est de s'appuyer aussi sur les forces de l'entreprise qui sont déjà en place, parce qu'on a travaillé aussi d'autres sujets à côté. Et donc, on les exploite pour avoir un ROI de qualité. Et ce sujet, c'est un peu finalement le message clé du livre Ne vends pas, influence, donc qui est le livre qui va bientôt sortir, dont vous êtes l'auteur aux éditions Vibert. C'est quoi la démarche de ce livre et est-ce qu'on peut en tirer des bonnes pratiques dans le cadre d'une stratégie ABM?
Alors forcément, je suis un ABM lover, donc forcément que l'ABM est évoqué dans le livre. En fait, ce qui a nourri le livre, c'est que j'ai la chance d'organiser depuis 10 ans maintenant Intelligence Marketing Day, qui est un très gros événement autour du digital, du marketing, de l'IA et de la data, et j'ai reçu 450 speakers. Donc forcément que ça nourrit. Je fais beaucoup de veille, je lis beaucoup, et justement, j'ai compris que au bout de 10 ans de lead gen effréné, qui marche encore, l'inbound marketing, tout ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. On était quand même dans un tournant. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un tournant parce qu'on arrive un peu au milieu du gué, dans une conjoncture, on va pas se mentir, dans une conjoncture économique difficile, dans des marchés pour lesquels les marchés sont ultra concurrentiels et pour lesquels la prise de décision est passée de 6 à 12 mois. Et donc, ce virage-là du B2B montre qu'il faut faire un peu différemment. Donc en fait, moi ce que je pense, et c'est qu'on évoquait déjà à l'instant, c'est qu'il faut se démarquer. Et c'est un peu ce qu'on a oublié de faire. Et il faut capter l'attention des décideurs. On n'a pas le choix. Et donc pour faire ça, il faut radicalement travailler sur les piliers que sont le marketing, j'ai envie de dire, de 2026 et 2027. C'est la confiance. Sans confiance, il n'y a pas de business qui signe. Et c'est l'authenticité et l'émotion. On est tous pareils. On est quand même dans un mode d'infobésité. Quoi qu'on le dise. Alors on peut trier l'info, on peut trouver des manières de choisir ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Et dans cette infobésité, il faut du coup être attiré par quelque chose qui capte notre attention. L'émotion reste un élément clé, pour ça qu'il y a un effet waouh dans les campagnes ABM. Et puis, ce que j'ai voulu, moi, évoquer dans le livre, c'est comment on conçoit, du coup, une stratégie d'influence pérenne. C'est-à-dire que comment on influence son marché. Au final, qu'est-ce qu'on évoque autour de l'ABM ? Et d'ailleurs, l'ABM, pour lequel je me suis pris de passion depuis plusieurs années, a aussi nourri chez moi l'idée du cercle de décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur d'une vente, c'est que la décision de travailler avec une entreprise va être prise en moyenne par 6 ou 10 personnes de l'entreprise. Okay. Qu'est-ce qui se passe commercialement ? La plupart du temps, le commercial, il a un contact. Et il essaie de pousser son produit, de pousser sa vente, de convaincre ce contact. À part que ce contact, aujourd'hui, ne prend pas la décision tout seul. Et donc, si le cercle de décision n'est pas influencé, il a quand même peu de chances de réussir sa vente. Et d'ailleurs, même des entreprises qui travaillent très bien, qui ont des bonnes équipes commerciales, elles vont te dire souvent « Ah, j'ai perdu le contrat, le PDG a choisi une autre entreprise. » Parce que le PDG, il ne vous connaît pas. Et donc, on voit bien que l'enjeu majeur pour réussir en B2B, c'est des stratégies d'influence pérennes, construites autour d'un récit. Donc, un peu ce qu'on évoque sur le branding. En fait, c'est intéressant d'avoir un récit sur... c'est qui le patron de l'entreprise, c'est quoi l'ADN de l'entreprise, c'est quoi ses valeurs. Je crois que c'est plus le récit des fois que des éléments, si tu veux, qui sont un peu, le mot n'est pas beau, mais on bastonne un peu des arguments bateaux à longueur de journée. On les voit sur les sites, on les voit sur les presses commerciales. Je pense qu'il vaut mieux aller chercher le récit, qui est porté par des leaders d'opinion qui sont crédibles. Donc c'est encore une fois, on reste sur des choses qui sont la vérité de l'entreprise. Et puis derrière, développer des partenariats de co-marketing, travailler des nouvelles audiences, travailler l'événementiel pour avoir de l'interaction client. Donc ce livre vient repenser un peu le marketing digital B2B. Version 26-27 parce que le marché il bouge beaucoup et on est dans une petite révolution quand même qui ne dit pas son nom mais qui change les pratiques et l'ABM en est une et l'ABM a au moins ce mérite d'apporter un vrai regard sur l'alignement réussi du marketing et du commerce et cette notion de cercle de décision qui est majeure. C'est qu'en fait aujourd'hui pour réussir une vente il faut parler aux 6 ou 10 personnes du cercle de décision. Si je parle qu'à une personne, j'aurais peu de chances de signer le contrat. Michel, il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé et que j'aimerais évoquer ici pour terminer cet épisode. 2 lettres, IA, intelligence artificielle. Tout le monde en parle et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. J'aimerais savoir un peu, c'est quoi
état d'esprit autour de l'IA. En quoi est-ce que ça peut aider ou non une campagne d'ABM? Et puis toute cette démarche d'influence, est-ce que l'IA a un rôle à jouer dans tout ça? Alors l'IA, ça fait un peu tourner la tête quand même, hein, quand on regarde ce qu'on voit. J'ai l'impression que tous les jours, on renverse la table avec des nouvelles informations. Donc je trouve que quand on est dirigeant, c'est un peu difficile de se faire une idée. En tous les cas, l'IA, elle doit apporter quelque chose à l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que l'idée principale, c'est de se dire qu'est-ce que moi je peux en faire et ne pas se laisser embarquer sur des choses qui se font et qui ne répondront jamais à un objectif de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi dans mon entreprise. Alors, sur l'ABM ou des campagnes marketing, il y a des choses très intéressantes. C'est tout d'abord la personnalisation qui est une des clés qu'on a évoquées avec la confiance, l'authenticité, on pourrait même dire l'émotion. L'IA permet de personnaliser des accroches, permet de personnaliser des corps de mail, permet de personnaliser des contenus d'une manière assez intéressante. Donc ça, de ce côté-là, c'est vraiment un game changer, c'est un gain de temps, c'est beaucoup plus facile à faire. Donc ça, c'est super. Deuxième élément que je trouve hyper intéressant, c'est la déclinaison de format. On veut capter l'attention. Le problème, c'est que tout le monde ne lit pas la même chose. Aujourd'hui, il y a des professionnels qui ne liront pas un livre blanc de 40 pages. Et il y en a ils ont plus envie de lire, d'autant plus envie d'écouter, ont plus envie de voir. L'IA, si c'est bien fait, alors bien faire, ça veut dire quoi? Tu m'aurais posé la question. J'appelle ça, moi, je sais pas si c'est le bon terme, j'appelle ça un peu un contenu maître. C'est-à-dire qu'en fait, tu crées un contenu maître avec beaucoup de valeur. Donc, la valeur face à l'IA est quelque chose qui pourrait être dégradé, c'est du témoignage client, c'est des exemples, c'est des cas concrets, etc. Donc, tu as un vrai contenu maître. S'il est de qualité, qu'il est maître, il peut être décliné très facilement avec l'IA, et c'est d'ailleurs bluffant en petit podcast. Un article peut faire une vidéo, etc. Donc, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est de démultiplier des formats qui parlent à des besoins de consommation qui sont pas les mêmes, et sur un coût moindre, et plutôt de qualité correcte à l'instant où on se parle, et en plus, ça va s'améliorer. Et le troisième point que je dirais sur l'IA, c'est une capacité d'analyse quand même sur la data qui est phénoménale. Donc en fait, segmenter ta data, analyser la data qui est activable ou pas, et venir l'enrichir, ou même aller chercher de l'intent data, donc pour les auditeurs, c'est de la data d'intention, de personnes qui sont revenues récemment sur le site, etc. L'IA, avec sa capacité d'analyse, peut te ressortir des insights, peut te ressortir des comptes clients à aller voir parce qu'il y a eu des interactions que tu n'as pas vues dans ton suivi, mais que l'IA peut du coup analyser. Et ça peut t'amener à un contexte excellent. Je veux dire, moi j'ai des exemples où du coup, et quand on dit ça, c'est pas un gros mot, mais aujourd'hui d'aller chercher plusieurs sources de données d'un prospect, une vidéo qui est diffusée, que tu enregistres et que l'IA t'analyse des contenus de pages produits sur son site, etc., pour avoir une bonne approche en termes de campagne. C'est fait pour ça. Je veux dire, là, l'IA joue à plein sa capacité à t'aider à trouver le bon angle pour lequel tu mettras un temps assez important. Donc, ça te permet de faire plus de clients, d'être plus pertinent. Donc, c'est partout où l'IA apporte de la valeur, à partir du moment où toi, tu es maître de ce que tu délivres et que tu apportes du contenu maître et que c'est fait effectivement pour aussi répondre aux problématiques de ton client, l'IA, c'est un game changer. Merci beaucoup. Michel, peut-être avant de nous quitter, un dernier conseil pour les directeurs marketing, commerciaux, les directions commerciales, les PDG qui nous écoutent quand on parle d'ABM. C'est quoi le mot de la fin pour toi? Moi, je dirais c'est l'effet waouh. C'est-à-dire que faut pas oublier qu'on est dans un monde qui veut tout rationaliser, on veut tout rendre rationnel. Et je pense que l'émotion a encore sa place, et l'effet waouh, c'est quand même ce qui capte l'attention et ce qui fait vivre une campagne agréablement pour signer derrière. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Michel Brébion, directeur associé de Youmens B2B, dont le livre Ne vends pas, influence, révolutionne ton marketing B2B est disponible aux éditions Vuibert. Merci d'avoir participé à cet épisode. Avant de nous quitter, voici les 3 choses à retenir. Numéro 1. L'ABM est avant tout une discipline de bon sens. Elle repose sur une data de qualité, une forte personnalisation et une proposition de valeur claire. L'objectif n'est plus de générer du volume, mais de cibler les bons comptes et les bons décideurs avec des messages utiles et crédibles. Numéro 2.
L'orchestration marketing-vente est la clé de la performance. Une campagne ABM réussie se construit et s'exécute en tandem. Marketing et commerciaux, ils doivent partager les objectifs, le calendrier, les messages et les rôles. Cet alignement est le principal levier de retour sur investissement. Numéro 3. Marketing, confiance et émotion font la différence. Dans des cycles de vente toujours plus longs et toujours plus concurrentiels, l'ABM doit intégrer le branding, le leadership d'opinion et un vrai effet wow. On ne vend plus un produit, on influence un cercle de décision par un récit cohérent, crédible, qui doit être amplifié par l'IA uniquement quand elle apporte une vraie valeur. Et c'est la fin de notre 23e numéro consacré à la bonne orchestration de l'ABM. À très vite. Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM ? Abonnez-vous à notre newsletter ABM Experience sur www.abmexperience.fr. Merci de votre fidélité.